Sí, es una cuestión para Ana María. Es para ver cómo se puede integrar o no el modelo de Matías sobre La Rochelle con Guipúzcoa y Vizcaya. Y con dos entradas. ¿Quiénes son los actores de creación de puertos en la costa? Vimos los señores, el poder señorial, por razones fiscales. Quizás también comunidades o abadías, pero abadías es lo mismo del poder señorial. Y la reacción del puerto principal. Como La Rochelle ha construido su área portuaria con un centro y otros puertos a su servicio, con privilegios. Aquí, Bilbao, San Sebastián, ¿cómo se construyen? Hay dos zonas. Ekeitio del lado de San Sebastián, Bermeo en la área de Bilbao. ¿Cómo podemos construir un modelo común o es cosa totalmente imposible? Yo creo que si cotejamos las fuentes de La Rochela y como Matías ha organizado la línea portuaria con puertos principales y secundarios, si tomamos también el concepto de jerarquía en cuanto a situación y función de Michel Boyaca y analizamos que en el caso de los puertos vizcaínos, al estar acotados entre dos grandes puertos, entre comillas, dos grandes puertos, Bilbao por una parte y San Sebastián por el otro, el resultado que queda es que estos puertos van a actuar por sí mismos, en algunas ocasiones van a ser tributarios de Bilbao, de San Sebastián, pero mayoritariamente se van a dedicar, una vez que ya comience la edad moderna, a las grandes pesquerías, que es lo que les queda, ¿no? La función comercial la van abandonando, la abandonan, de hecho, porque ya a partir de 1520... En el último diapositiva que he presentado unos círculos en rojo, que es toda la carrera hacia Terranova. Comienzan las grandes pesquerías de Terranova y la industria de la conservera, ¿no? Entonces... Si on peut participer à la discussion, en fait, je crois qu'il est intéressant effectivement de pouvoir à la fois identifier des modèles. Alors en même temps, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les modèles, voilà, ils valent toujours ce qu'ils valent. Mais enfin, on voit en tout cas, je parlais de semis tout à l'heure, on a parlé de semis portuaires, hein, l'un et l'autre. On a des phénomènes de concentration sur des espaces littoraux et puis au contraire à un moment des disséminations portuaires. Vraiment, il y a des grosses différences au niveau des semis et à chaque fois, on voit qu'il y a et ça a été très bien présenté tout à l'heure, pour des raisons multiples, à la fois des raisons qui sont liées à la géographie elle-même, il ne faut surtout pas l'oublier, surtout pour des ports qui ne sont, entre guillemets, que le résultat, au-delà de l'activité économique, d'opportunités naturelles. On ne creuse que très peu de ports. Et moi, les présentations que je vous ai faites, c'est exceptionnel. Aller creuser des ports, injecter des milliers de livres pour des dividendes qui restent quand même en plus très hypothétiques, c'est assez rare. Donc on utilise toutes les opportunités littorales. Et là, si vous connaissez un peu les littoraux, depuis l'Espagne, le Portugal jusqu'à la Flandre, la variété est immense. Donc on a déjà des concentrations différentes qui sont liées à ces phénomènes-là. Ensuite, les productions littorales, c'est un élément qui est important également. S'il y a un grand nombre de ports possibles liés à la géographie, mais également des productions littorales, c'est-à-dire avec la possibilité d'acheminer et de transporter rapidement les marchandises, à ce moment-là, des polarités peuvent réellement être créées. Ça vaut pour La Rochelle, où là, il y a une polarité forte, et puis au niveau des grands estuaires. Mais en même temps, c'est pour ça qu'il faut mettre en échec parfois les modèles. Si vous regardez le système de la baie de Bourgneuf,
où on a une densité portuaire qui est encore bien plus importante, eh bien là, la centralité, elle est beaucoup plus faible. On a un système qui est, du point de vue de la centralité économique, qui est plus diffus pour le coup et qui est maîtrisé plutôt ailleurs. Donc, grand nombre de ports à un endroit donné ne veut pas dire non plus eh bien, cette relation entre un pôle majeur et puis autour de lui un semi-diffus. Et pour aller jusqu'au bout de ce que je disais, moi je comparerais volontiers cette situation, pour autant qu'elle est comparable, avec ce qu'on retrouve pour la Bretagne dans beaucoup d'endroits. D'accord, parce que la géographie impacte, et puis aussi parce que les productions, le système de production environnant impacte également beaucoup l'organisation de ces ports. Je comparerai pour partie aussi avec ce qu'on trouve en Normandie, alors entre sur tout le littoral qui est le littoral donc au nord, on va dire, de Chef de Caux, où là c'est pareil, ce littoral très indenté, ne relevant pas directement non plus de Rouen, il relève de Rouen dans un schéma économique, mais on a quand même un petit peu le même paysage. Dans le Boulonnais, on a un peu le même paysage, et en Flandre, alors qu'on est en plaine maritime, ben, on est un peu dans la même situation avec des ports qui sont très individualistes. Donc il n'y a pas de systématisme. Enfin, moi, c'est ce que j'observe. Il n'y a pas de systématisme. Il y a des choses comparables. La Rochelle est très comparable au port de fond d'estuaire, au grand port de fond d'estuaire. Parfois, on a des semi-portuaires très denses avec pas ce phénomène de centralité. Et puis, quand même, dans beaucoup de cas, un égrenage et qui est lié aux initiatives seigneuriales, en réalité, parce que compte beaucoup, dans la plupart des cas, dans le développement de ces ports. J'avais une question ici, Amélia. Mais bon. Je commence. Bon, alors je commence. Je vais être assez rapide. Je vais rebondir sur le propos de Jean-Sébastien Guibert, justement sur cette question des ports qui sont établis dans des zones dites malsaines, ou qui sont très difficilement finalement sinon contrôlables, du moins habitables par l'homme. Alors j'aimerais savoir si, dans le cas de Fort-Royal, que je connais moi, mais pour la première période, c'est-à-dire le moment où il n'y avait presque rien, finalement, le fort, c'était quoi? C'était une palissade, une petite tour, 2 canons, et puis c'est tout. Puis on appelait ça un fort. Donc, et très rapidement, ce site de Fort-Royal a été dénoncé. On allait, dès les années 1639, 1640, ce premier établissement est dénoncé. On dit déjà qu'il est blessé, on veut déjà le déplacer. Puis finalement, je veux dire, c'est comme Veracruz, on reste finalement sur place parce que le site offre énormément d'avantages. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a eu des aménagements plus tardifs pour finalement assainir la zone. On sait que pour de nombreux ports, on a construit des hôpitaux, où on a essayé de lutter contre les marais ou l'envahissement des marais. Est-ce que dans le cas de Fort-Royal, il y a eu ces grands travaux d'assainissement qui participent aussi finalement, moins peut-être sur l'infrastructure portuaire, mais qui participent à la formation finalement des ports et à la construction ou à la poursuite d'une activité? Alors en effet, donc pour répondre à votre question, donc en effet deux éléments de réponse. Dès le début du XVIIIe siècle et dès la fin du XVIIe siècle, il est question de la construction d'un hôpital pour essayer de régler le problème donc des maladies qui se répandent de manière importante dans la zone. Les équipages sont régulièrement soumis à ces maladies. Alors le comble de cet aspect, c'est que l'hôpital est construit dans une zone encore plus marécageuse que le reste de la ville, un petit peu à l'écart. Et j'ai des descriptions de l'hôpital au début du XIXe siècle où il est question donc lors de la saison des pluies, où des inondations font flotter les lits des malades. Donc vous imaginez les conditions dans lesquelles on est au début du XIXe siècle dans cet hôpital qui est censé être un hôpital pour soigner les gens. Plutôt un mouroir. Bon. L'autre élément de réponse, donc en effet, l'assainissement du site fait partie des leitmotivs des gouverneurs qui prennent régulièrement le
la suite donc à la tête de la Martinique. Et les travaux principaux ont lieu donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec des travaux de drainage, de la construction de canaux tout au long tout autour de la zone habitable. En fait, ces canaux donc servent à drainer donc les pluies et les eaux de pluie et les eaux des marécages, afin de tenter d'assécher donc l'ensemble de la zone. Et les travaux les plus importants ont lieu dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, même enfin, les travaux les plus importants, ils existent auparavant, mais ils sont quasiment inefficaces. Voilà. Alors maintenant, ce sont des boulevards. Enfin, ces canaux n'existent plus, et donc ils ont disparu. Et de nos jours, vous avez des boulevards qui ont été construits à ces emplacements. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci bien pour ces présentations. Je voulais faire deux petites questions à Mathias. Une à Mathias et l'autre à notre collègue Jean-Sébastien. À Mathias, la question de la rivalité, complémentarité, polarité entre ces ports. Quelquefois, et même en temps de crise, les grands ports sont, avec des avantages, remplacés par des petits ports. Et je ne sais pas si c'est aussi ça qui a donné l'opportunité à ces ports d'émerger. Et la question, c'est quand La Rochelle va essayer d'implémenter toutes ces formes de contrôle et de polarité à nouveau. Qu'est-ce qui se passe avec ces petits ports? Il y a une espèce de reconversion et d'adaptation pour la complémentarité. Y a-t-il une rivalité initiale qui va évoluer par une complémentarité comme des ports satellites de La Rochelle, par exemple, si tu peux voir ça dans cet espace? Et complémentairement, s'il y en a des systèmes fiscaux privés, au Portugal, par exemple, les seigneurs, notamment les monastères, quelquefois ils ont des douanes privées. Et on assiste aussi à cela. Jean-Sébastien, seulement une question, c'est purement intuitive et un peu basée dans l'exemple de Angra do Heroísmo en Azores. Ce qui s'est passé en Angra, c'est que la couronne portugaise a établi une provedoria das armadas, provedoria das armadas, c'est le nom. Le contrôle militaire a provoqué une concentration plus grande des flottes, mais aussi une attaque plus grande des corsaires. Alors, ma question, c'est la suivante. Une nature militaire d'un port ne peut-elle quelquefois être contradictoire ou même empêcher le dynamisme commercial. Et on sait aussi que dans l'Atlantique, il y en a beaucoup d'un commerce informel, un commerce fréquemment illégal. Et peut-être quand il y a des structures de contrôle, il y a plutôt une évasion de ce trait pour d'autres ports. Seulement pour réfléchir un peu sur ça. Et pour Miguel, et bien sûr, Anne, j'ai bien aimé ta présentation, mais c'était très clair. Je n'ai pas de questions. Elle était, no tengo cuestiones para ti, porque tu presentación era muy clara. Entonces, gracias, yo te he comprendido. Seulement pour Miguel, en español? Sí. Es también apenas una nota, porque yo creo que los puertos marroquinos nos dan una oportunidad única para comparar hasta qué punto la influencia de portugueses, españoles y franceses, en este caso, si eles tienen o no introducido sus propias respuestas infraestructurais, logísticas en estos puertos. Lo que digo es que en la longa duración tal vez se puedan estudiar de qué modo estos puertos vão refletir respuestas que são puramente locales de Marruecos ou se verdadeiramente, como sugeriste no caso do protectorado, vão introduzir respuestas, propuestas diversas de los colonizadores, digamos.
Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de répondre très rapidement. Pour ma partie, donc 2 questions s'agissant de la complémentarité entre les ports. D'abord, je pense qu'il est important qu'on ait tous en tête qu'il ne s'agit, entre guillemets, que d'outils de commerce. En tout cas, moi, les ports sur lesquels je travaille, je le distingue évidemment de toute la communauté marchande, à la fois de l'extérieur et local, qui travaille au travers de ces ports. Leur création a été largement spontanée. Quand je dis spontanée, c'est-à-dire qu'il y a tout le développement d'un commerce maritime, en grande partie sur le vin, établi sur le vin et sur le sel, qui a généré évidemment, comme il s'agit là de denrées qui sont commerciales et qui méritent d'être exportées, qui ont généré au gré de leur développement la nécessité de trouver des points d'accostage pour pouvoir, dans les meilleures conditions et au meilleur prix, exporter ces vins. Donc les ports, celui de La Rochelle compris d'ailleurs, parmi leurs principales fonctions, on trouve celle-ci. Donc les créations sont d'une certaine manière spontanées, mais au fur et à mesure de leur création, comme par exemple, je ne sais pas moi, de la création des différents vignes qui ont émergé au fur et à mesure, elles rentrent progressivement dans un système, et un système qui se crée au gré d'idées quand même, d'une sorte de culture commerciale, hein, je crois qui petit à petit est créé par des générations successives de marchands, en l'occurrence ici, à partir de La Rochelle. Mais en fait, il y a un phénomène de création, de substitution parfois, la concurrence, elle n'est pas portuaire. La concurrence, c'est une concurrence qui pourrait potentiellement être de nature commerciale. Elle n'est pas portuaire. Tout port qui émerge est un port qui participe d'un dispositif qui n'a pas été prépensé par le roi ou par je ne sais quelle collectivité, mais participe naturellement à un système commercial en tant qu'outil. Alors après, à propos de la fiscalité, en effet, il existe une fiscalité privée, entre guillemets, en tout cas une fiscalité seigneuriale. Sauf que cette fiscalité, en fait, elle émane des 11e, 12e siècles. Au moment de la mise en place de la féodalité. Et ensuite, cette fiscalité seigneuriale, elle s'arrête en ce sens qu'il est difficile pour un seigneur d'établir et de justifier la création de droits nouveaux sur un port plus ancien. Il dispose de ces droits traditionnels qui émanent de la féodalité. Quelles sont en fait les instances, les institutions qui sont en capacité de créer des droits nouveaux ? L'instance royale, bien évidemment, et dans son sillage, l'instance municipale qui sollicite le roi pour obtenir des droits nouveaux. D'accord ? Donc en fait, les subsides obtenus par les seigneurs restent relativement minimes parce qu'en fait, ils ne correspondent plus à grand-chose à partir du XIIIe siècle en termes de valeur, alors que par contre, le roi et la commune continuent d'ajouter, au gré d'un certain nombre de dépenses et notamment de fortifications, des prélèvements supplémentaires. Voilà, donc il y a un prélèvement privé, mais qui reste très contenu, très minime. Sauf pour des zones qui auraient été inexploitées et qu'on se met à exploiter, comme par exemple pour le seigneur de Surgères, de façon tout à fait nouvelle. Ou alors là, même en appliquant des droits entre guillemets anciens, évidemment, on génère des recettes fiscales qui sont elles, tout à fait intéressantes. Je m'arrêterai là parce qu'il y aurait... Alors, donc la question du commerce illégal et de la course, ce sont deux éléments qui sont constitutifs des villes portuaires antillaises et que j'ai complètement éludé dans la présentation parce que je n'avais pas le temps de l'aborder. Donc Anne Perrotin-Dumont a montré l'importance de la course et dans la formation des bourgs portuaires de la Guadeloupe et en quoi elle avait aussi son importance dans le transfert entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, notamment pendant les périodes de guerre. Alors en effet, à chaque fois qu'il y a une guerre, de nombreux négociants, de nombreux capitaines de navires arment leurs navires en course. Et il me semble que la réponse doit être différente pour la course et pour le commerce illégal. Donc la question du commerce illégal apparaît dans les sources et apparaît comme un argument pour justifier ou non la présence de l'intendant dans l'une ou l'autre des deux villes, Saint-Pierre ou Fort-Royal. Et à chaque fois, l'intendant dit il y a du commerce illégal, donc je dois être présent à Saint-Pierre parce qu'il est plus important qu'à Fort-Royal. Et en effet, on a une tendance à ce commerce illégal
de manière plus importante à Saint-Pierre. Mais du fait que ce soit un argument pour justifier le siège de l'intendance, on peut se poser la question de la fiabilité de l'argument. De manière générale, le commerce illégal se fait partout sur les plages, dès que, enfin, les accès, les mouillages où les mouillages sont possibles. Il y a même du commerce illégal qui se fait au large, avec la rencontre de navires, sans que forcément ce commerce se fasse dans les ports. Mais de toute façon, vous avez raison d'indiquer que la présence militaire et la présence de l'autorité, en tout cas, fait fuir donc le commerce illégal. En ce qui concerne la course, enfin, le commerce illégal a plutôt tendance à faire, à voir se redistribuer donc les richesses de manière très diffuse, tandis que la course a plutôt tendance à concentrer les richesses dans les endroits où on peut revendre donc les prises. Et donc pour le cas de la Martinique, donc il y a 3 sièges de l'amirauté. Donc il y a le siège de l'amirauté de Fort-Royal, de Saint-Pierre et de la Trinité. Ils sont créés donc en 1719 suite à l'ordonnance de 1717. Et du coup, là encore, la présence de corsaires est beaucoup plus importante à Saint-Pierre qu'à Fort-Royal, même si ponctuellement il y a des armements en course et en guerre qui sont en guerre et en commerce qui sont donc octroyés à Fort-Royal. Mais de manière générale, la course est plus le fait de marchands qui modifient leurs activités pendant la période de guerre. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à quelque question. Amelia, yo creo que el debate que introduce es fundamental y yo no lo voy a poder expresar bien en francés y tú, si, tal vez en todo caso, si interesa, pues podría. Me parece que el planteamiento es si los puertos sirven a la economía local o sirven los intereses de la metrópoli, ¿no? Es un poco en ese sentido. Y si son construidos según los intereses de la metrópoli. La etapa que más conozco, que es el protectorado, creo que los puertos son construidos fundamentalmente para dar salida a la producción local en función de los intereses de la metrópoli. Fundamentalmente Casablanca, pero también Safi en el caso de los fosfatos y otros puertos en el caso de la pesca. Entonces, la infraestructura portuaria y la gestión portuaria es realizada según los intereses de la metrópoli. Claro, en la metrópoli lo vende como que quiere desarrollar Marruecos. Puede que el crecimiento económico sea efectivo, pero el desarrollo es otra cosa. O sea, esas infraestructuras beneficiaron a la población local. Hemos visto que la financiación de las infraestructuras es con los impuestos que pagan los marroquíes, en definitiva. En fin, un debate muy largo, pero yo creo que es fundamental y que habría que, quizás en futuras sesiones de la gobernanza, analizarlo. Une question pour Jean-Sébastien. Vous parlez sur le trafic de cabotage pour l'étape contemporaine. Mais pour les premiers thèmes, pour les 17 et 18 siècles, quel est le papier de commerce interinsulaire et la connexion avec les autres Antilles? Et s'il y a, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Parce que je pense que c'est très important pour un futur, pour la construction de l'identité et une marque insulaire. Donc, j'ai présenté un certain nombre de graphiques, notamment, il me semble que j'ai présenté la plupart du temps donc, des graphiques qui présentaient le commerce de France. Est-ce qu'il est plus facile à mesurer? C'est pareil, tout à l'heure, le commerce illégal, on ne peut pas le mesurer, donc c'est aussi pour ça que je l'ai éludé. Alors là, j'ai présenté donc des chiffres et des graphiques présentant le commerce de France, parce que j'arrive à le repérer dans les sources de manière statistique, tandis que pour le cabotage, c'est plus complexe. Et par moment, on y arrive, et par période, on y arrive. C'est pour ça que je l'ai présenté, il me semble, pour
la fin du XVIIIe siècle. Alors le cabotage, il est essentiel. C'est un des éléments structurants de la fréquentation maritime des Petites Antilles, pour plusieurs raisons. Un, parce que le commerce des Antilles françaises, il est organisé par Saint-Pierre, et pendant très longtemps, la Guadeloupe, l'autre île française de la zone, et les autres îles qui ont été à un moment donné sous domination française, la Grenade, Sainte-Lucie ou ponctuellement la Dominique qui était neutre, sont sous la tutelle de Saint-Pierre, qui est le port principal de la zone, où toutes les marchandises qui viennent d'Europe, d'Afrique, sont redistribuées dans l'ensemble des autres villes et îles des Petites Antilles françaises. Le cabotage est essentiel dans les relations aussi entre Fort-Royal et Saint-Pierre, puisque transitent régulièrement des canaux de passagers, des embarcations donc, de faible tonnage pour embarquer les marchandises depuis Saint-Pierre vers Fort-Royal pour les marchandises qui entrent, et depuis Fort-Royal vers Saint-Pierre pour les sucres et les productions coloniales. Donc il y a des masses et des flux vraiment importants de cabotage en nombre, en tonnage qui sont faibles, mais qui sont essentiels dans la constitution de la fréquentation et du commerce colonial qu'on a jusqu'à présent un petit peu laissé de côté, mais qui ont été mis en valeur par des travaux récents, notamment je pense aux travaux d'Anne Perrotin-Dumont, qui a travaillé principalement sur la Guadeloupe et qui a mis en évidence donc l'importance du cabotage dans la formation des sociétés maritimes antillaises. Voilà. J'ai répondu à votre question. Pourquoi il y a... Guadeloupe et Martinique sont îles non complémentaires parce que produisent la même chose. Non? Elles sont concurrentes. Então, qual é a merchandise, a marchandise pour commerce? Non, oui. Oui. Les ports principaux, ont des relations, je pense à Pointe-à-Pitre, à différentes Basse-Terre, Saint-Pierre, et dans une moindre mesure, donc Fort-Royal, et à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Pointe-à-Pitre, ont des relations transatlantiques. Ces ports vont avoir un rôle de redistribution des produits qui sont importés. Okay, et ils vont avoir aussi le rôle de concentration des produits coloniaux qui sont ensuite réimportés par l'intermédiaire de ces ports principaux. Il y a peu de fréquentation directe vers les petits ports mineurs qui existent à la fois à la Guadeloupe et à la Martinique, le Marin, à Trinité, qui sont des ports mineurs, et à la Guadeloupe, je pense à Sainte-Anne, le Moule, qui sont aussi des ports mineurs, et dont le commerce commence à exister à partir de la fin du XVIIIe siècle. Une dernière question, Saïd. Ok, merci. J'ai deux questions, l'une pour Anna Maria et l'autre pour Miguel. Anna Maria, vous avez évoqué la question de déplacement de l'axe routier de la Méditerranée vers l'Atlantique au Moyen-Âge. Ma question est la suivante. Quelles sont les causes de ce déplacement? Est-ce que vous pensez que l'apparition des Almoravides au Maroc est l'une de ces causes? Parce que les Almoravides, ils ont conquis un vaste territoire englobant l'actuel Maroc, l'actuelle Mauritanie, une partie de l'Espagne et du Portugal. Et ils ont pris Marrakech pour capitale, et Marrakech était le centre de commerce saharien, et le débouché de ce commerce, pour la première fois, il va être à l'Atlantique, ici Safi, qui sera le port principal de cet empire almoravide. Donc c'est ça ma question. Et pour Miguel, j'ai une remarque et une question. Pour la remarque, le Maroc a subi le protectorat français entre 1912 et 1956, pas 59. Voilà. Et les travaux d'aménagement des ports
qui ont eu lieu avant 1912, c'était avec la souveraineté marocaine. Parce que, par exemple, pour Safi, le Waqf qui a été construit, c'est l'État marocain qui l'a construit, mais il l'a confié à une société française, c'est la compagnie marocaine. Donc, pour ma question, vous avez divisé la jeunesse des ports marocains, première génération, qui s'étend du 16e jusqu'au 19e, et deuxième génération, c'est le 20e siècle. Ma question est pour cette deuxième génération, est-ce que vous pensez que les ports du sud marocain ont subi le même sort, le même destin après l'établissement du protectorat français, où chacun avait son propre destin? Merci. Fundamentalmente a la actividad que hasta ese momento desempeñaban los puertos vascos. Los puertos vascos en general, tanto los de Guipúzcoa como los de Vizcaya, hasta el siglo XIV van a tener un importante tráfico comercial con el Mediterráneo, con puertos como Barcelona o Roma o inclusive hasta Constantinopla. ¿No? De hecho, que la mayor cantidad de comercio ilegal, de transporte ilegal y de economía sumergida, de economía informal, se la desarrollan los vascos en la zona mediterránea. Pero a partir de la segunda mitad del siglo III y sobre todo en la época de la guerra de los 100 años, serán los vascos quienes dominen el transporte marítimo del norte del Atlántico Norte, es decir, hasta Flandes, el transporte marítimo con Flandes. Pocas veces desarrollan campañas hacia el sur en forma conjunta, es decir, en conserva o salen expediciones desde el País Vasco hacia el África. Lo que sí hay es mucha actividad de embarcaciones vascas que desde otros puertos, como puede ser Lisboa o Cádiz, hacen algunas expediciones hacia la zona de los puertos marroquíes, pero no en ese momento todavía no desarrollan la pesquería. Por ejemplo, los barcos pesqueros no van hacia el sur, sino van a ir hacia el norte. El gran calavero es Terranova para ellos. ¿He respondido bien a su pregunta? Merci Saïd. Vous avez raison. 1956. Les modèles des ports du Sud, les mêmes pour la gestion, fondamentalement, et pour la construction, ils sont différents, chacun port. Por ejemplo, Amandio Barros tiene un artículo sobre la participación de los... Amandio Barros, que ahora no está salido un momento, tiene un artículo sobre la participación de las naves vizcaínas en la campaña de Ceuta y en todas las actividades comerciales del norte de África, pero hasta el siglo XIV. Pero naves, no que haya una política, una conciencia, una estrategia desde la cofradía y el gremio de mercaderes para comerciar, sino son individuos. Ya. Bon, on est un peu en retard, mais on prend la pause café.